Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, au CESU 34, nous avons imaginé un format pédagogique original, mais pas tant, puisqu'il existe déjà pour les écoles facultaires des étudiants en médecine. Et ce dispositif, il va nous permettre, en tout cas, de renforcer les compétences des équipes paramédicales destinées à intervenir en UMHP à l'aide, du coup, d'un programme de type ECOS. Le projet, il a commencé il y a 18 mois quand le médecin référent du SMUR de Montpellier est venu nous voir et nous a dit « Nous, on aimerait bien développer l'UMHP, mais on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et notre caillou dans la chaussure, c'est que tous nos ambulanciers SMUR et tous nos infirmiers SMUR, en fait, ils nous disent qu'ils n'ont pas besoin d'un dispositif de formation. Sauf que la réglementation impose le dispositif de formation. Et donc, il se trouvait dans une situation un peu bloquée, on va dire, parce qu'on avait des professionnels qui étaient persuadés qu'ils avaient les compétences pour intervenir en UMHP en s'exonérant du dispositif de formation. Alors, pour rappeler le contexte, l'UMHP, c'est un dispositif qui a été créé par un décret de décembre 2023 et qui constitue une évolution de la médecine d'urgence en autorisant l'engagement quotidien d'équipes paramédicales en unité mobile hospitalière, paramédicalisée, donc sous régulation médicale. Alors, c'est un dispositif qui est peut-être récent dans le paysage des SAMU, mais qui existe finalement depuis des années au travers des VLI chez les sapeurs-pompiers. Ce dispositif paramédicalisé, il permet de renforcer la capacité de réponse opérationnelle du système d'urgence hospitalier. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que finalement, le dispositif UMHP, aujourd'hui, il propose 2 parcours de formation. Donc, c'est réglementaire. Et donc, on a un parcours complet en 28 heures. Donc, ce parcours complet en 28 heures, c'est globalement 21 heures de formation présentielle avec de l'apport de connaissances, mais aussi avec des simulations. Et puis, une journée de 7 heures de synthèse. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est un parcours allégé, constitué de cette fameuse journée de synthèse de 7 heures. La particularité, c'est que ce dispositif allégé, il est accessible uniquement après évaluation des compétences professionnelles. Globalement, si nos professionnels ont un niveau de compétences et d'expérience suffisant, ils peuvent passer par le parcours allégé de 7 heures. Si par contre, ils n'ont pas un niveau de compétences professionnelles acquises par l'expérience suffisant, eh bien, ils doivent faire le dispositif en 21 heures plus 7 heures. Alors, ces parcours, ils permettent de former les équipes et du coup, ils permettent de s'adapter à leur niveau d'expérience et à leurs besoins spécifiques. Notre étude, et du coup, il faut le préciser, elle s'est exclusivement centrée sur le parcours de formation en 7 heures et son impact sur l'apprentissage des équipes paramédicales. Voilà. Alors, comment se passe ce parcours ? Du coup, c'est la réglementation qui le définit. Donc, on a déjà une première étape, c'est un livret de positionnement individuel qui se fait à l'aide d'un entretien. Cet entretien, chez nous, au SMUR de Montpellier, il a été animé par le cadre de santé du SMUR de Montpellier et par le médecin référent. Et donc, ce livret de positionnement, il a permis de définir un certain nombre de compétences professionnelles préacquises et normalement, il permet de différencier les parcours de formation, c'est-à-dire que finalement, à l'intérieur d'une même unité de soins, on pourrait très bien imaginer des professionnels qui accèdent au parcours simplifié et dans le même temps, d'autres professionnels qui accèdent au parcours complet. Chez nous, alors je pense que c'est très lié à l'environnement. On a des infirmiers et des ambulanciers qui sont ancrés au SMUR parce qu'en fait, ils ne font que du SMUR et pour la plupart, ils sont au SMUR depuis plus de 5 ans, ce qui fait que, bien sûr, ils ont eu largement l'occasion de développer de l'expérience. Je pense que si on faisait ce livret de positionnement sur des CH avec des lignes SMUR intégrées dans des services d'accueil d'urgence avec des rotations du coup des personnels beaucoup plus fréquentes, on n'aurait peut-être pas eu effectivement cette opportunité d'avoir que des professionnels pouvant accéder au parcours simplifié. La deuxième étape du parcours, c'est un module e-learning. Donc chez nous, on utilise la plateforme Moodle. Et du coup, ce module e-learning, il a permis de préparer les apprenants, il a permis d'harmoniser les connaissances. Et là aussi, c'est normé. Donc, dans ce e-learning, on va retrouver les motifs d'engagement de l'UMHP, le cadre réglementaire, le champ de compétences respectifs, mais aussi
tous les protocoles de soins infirmiers qui correspondent aux motifs d'envoi de l'UMHP, tous les traitements, l'administration, les indications, les contre-indications. Donc l'idée, c'est d'avoir un socle de connaissances harmonieux qui facilite le passage à l'action sur cette journée de 7 heures. Ensuite, chez nous, parce qu'on avait quand même dans l'idée de s'en servir en fait de cette formation pour faire une étude, on a réalisé un pré-test et un post-test, et ce pré-test et ce post-test, il nous a permis de mesurer la progression des compétences et surtout d'analyser le niveau de certitude de nos apprenants dans leur qualité de réponse. Et enfin, on a comme cœur de cette journée de synthèse un parcours de 8 stations cliniques, et c'est là finalement le cœur du dispositif. Donc 8 stations sur un format Écosse, et donc sur chacune des stations, on retrouvait un binôme infirmier-ambulancier, donc que des professionnels rattachés au SMUR, des binômes pour la plupart du temps choisis, mais parfois aussi subis du fait des aléas des listes. Chaque fois un médecin évaluateur, un partenaire standardisé, et puis un scénario qui correspondait au motif d'envoi de l'UMHP. Donc pour faire un focus sur ces stations formatives d'Écosse, à Montpellier, on n'a pas beaucoup d'évaluateurs médicaux, donc on a très vite dit on ne va pas pouvoir faire des lignes de 8 stations d'un coup, parce que sinon, en fait, il nous faut 8 évaluateurs médecins, 8 partenaires standardisés, 8 fois le matériel, donc ça nous semblait trop compliqué à organiser. Donc on a choisi de faire un format en 2 x 4 stations, et donc vous voyez chaque fois les motifs ils correspondent vraiment aux motifs d'envoi réglementaire de l'UMHP. Donc comment ça se déroulait concrètement ? Les équipages étaient habillés en tenue SMUR, ils avaient un sac d'intervention SMUR, ils se présentaient devant la station, ils prenaient connaissance d'une vignette clinique qui pouvait ressembler à un ticket de départ en UMHP, donc avec des informations qui seraient susceptibles d'avoir si toutefois ils étaient envoyés dans la réalité par un médecin régulateur. Ensuite, donc 3-4 minutes pour se mettre d'accord, pour éventuellement faire de la projection mentale sur l'action à réaliser. Ils rentrent dans la station, ils ont 10 minutes d'interaction clinique avec le partenaire standardisé, donc 10 minutes pour reconnaître la situation, évaluer le patient cliniquement, mettre en œuvre le protocole qui correspond à la situation, évaluer son efficacité, éventuellement transmettre au médecin régulateur si la situation présentait des écarts avec la situation de départ, et dans tous les cas, effectivement, la transmission d'un bilan. À l'issue des 10 minutes de prise en charge, ça s'arrête, et donc on a 10 minutes de débriefing, alors plutôt émotionnel, mais quand même assez structuré avec l'évaluateur, avec donc un focus mis sur quelles organisations, est-ce que la situation correspondait bien au protocole, et puis un vrai travail sur la projection, sur et si la situation n'avait pas été comme ceci, ou si pendant la situation il s'était passé cela. Donc en fait, on était sur une évaluation formative, suscitant bien la réflexivité, et ça c'est un peu différent quand même des Écosses, puisque les Écosses, la particularité c'est que c'est certificatif. Nous, on n'est pas du tout sur un dispositif certificatif à date, puisque la réglementation n'est pas du tout dans ce sens. Donc, ce dispositif, il repose sur des partenaires standardisés. Ce matin, pour ceux qui étaient là, Alexandra Maurine, qui travaille aussi au CESU34, en a dit 2 mots. Donc, les partenaires standardisés, c'est une communauté qui appartient à la faculté de médecine, dont on s'est saisi aussi pour certains de nos dispositifs. Alors, moi, je dis plutôt les dispositifs, alors c'est peut-être pas le bon terme, classieux, mais globalement, on les sollicite donc pour l'UMHP, on les sollicite également pour préparer les étudiants en médecine qui passent la FGSU2 aux Écosses facultaires. On les a sollicités dernièrement aussi pour des formations d'annonce de dommages liés aux soins. Finalement, ces formations où on a besoin d'une haute fidélité, mais d'une haute fidélité émotionnelle pour prendre en charge, pour former nos professionnels. L'objectif, c'est de reproduire une situation clinique
au plus proche de la réalité, donc tant sur le plan clinique, mais surtout aussi sur le plan émotionnel, et notamment dans les interactions qu'il peut y avoir avec des professionnels de santé. Donc, dans les évaluations, on a fait le choix, en tout cas dans les feedbacks proposés par les évaluateurs, de mettre l'accent sur le raisonnement clinique et notamment la capacité à décider efficacement en situation d'incertitude, puisque des fois les situations, elles pouvaient être un peu à côté du motif d'envoi, ou elles pouvaient se dégrader aussi. La priorisation et la sécurisation de la prise en charge, la communication avec le patient, son entourage et la régulation, et puis surtout la gestion des émotions. C'est-à-dire que ce dispositif, il nous a vraiment permis de travailler ce qu'on appelle les soft skills, ce qui n'est pas tout à fait faisable, ou en tout cas difficilement faisable avec des mannequins haute fidélité, et même au-delà avec des personnes qu'on aurait peut-être sollicitées pour jouer ces rôles de patients simulés, mais qui auraient été connus par les professionnels. Là, ce qui a vraiment donné de la puissance au dispositif, c'est qu'ils ne connaissaient pas du tout les partenaires standardisés et que leur profil, on va dire, sociodémographique correspondait tout à fait au type de patients qu'ils pouvaient prendre en SMUR. Alors, les objectifs de notre étude. Alors, l'objectif principal, c'était d'évaluer l'efficacité et la pertinence d'un parcours formatif et certifiant, en tout cas validant, destiné du coup aux équipes engagées en UMHP, donc d'évaluer tant le parcours ECOS que le dispositif d'e-learning et le livret de positionnement. Et puis, en objectif secondaire, on devait apprécier la qualité des prestations réalisées par les équipes et notamment, en plus de l'analyse des performances techniques et la conformité des protocoles, les attitudes professionnelles, en tout cas qu'on est susceptible d'attendre d'un équipage SMUR. Et ça n'a pas été simple pour eux, puisque chez nous, on est un hôpital universitaire, donc en fait, un équipage SMUR, ce n'est pas 3 personnes, en fait, c'est 4 ou 5 souvent, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'étudiant en médecine, et puis au gré des interventions, il y a l'étudiant sage-femme, il y a l'étudiant infirmier anesthésiste, il y a l'étudiant infirmier. Donc en fait, c'est passé d'une organisation de 4 ou 5 personnes à une organisation en binôme avec des vrais choix, des vraies rationalisations des actes, des vraies priorisations sur des situations, et donc c'est vraiment ça qu'on a travaillé avec eux. Alors, notre étude, c'est une étude prospective, monocentrique, non randomisée, non contrôlée, type avant-après, donc une étude finalement de type 3. Donc, on a inclus des professionnels du SMUR par voie de conséquence qui avaient plus de 2 ans d'ancienneté, donc, qui avaient suivi le livret de positionnement, donc validé par le cadre de santé, le médecin référent SMUR, et donc qui étaient éligibles à ce parcours simplifié. L'évaluation ECOS, elle s'est faite sur des grilles aptitude-attitude, et donc on a noté sur 20. Donc nos évaluateurs, c'était des évaluateurs qui avaient l'habitude d'évaluer des ECOS facultaires. On a évalué également, par un test de spectre des qualités de réponse, nos pré-tests et nos post-tests. Donc c'était 36 questions vraies-faux, et en fait, on a évalué surtout le degré de certitude de nos apprenants. Donc le public cible, c'était des binômes infirmiers, ambulanciers qui se connaissaient tous, même si on a intégré des lignes SMUR différentes de Montpellier à un moment donné. Et puis, on a inclus 3 sessions de 8 équipes, ce qui correspond globalement à 48 professionnels de santé. Depuis, on a eu l'occasion de faire d'autres sessions, et à date, on a formé presque 80 professionnels. Alors, nos résultats. Alors, les résultats de l'étude, globalement, ils montrent une bonne performance globale, puisque grâce aux grilles critériées attitude et aptitude, on arrive à un score moyen de 17,76. Donc, globalement, on avait des ambulanciers et des infirmiers qui étaient peut-être bons au départ, mais en tout cas qui ont été très bons sur les stations ECOS,
avec un écart type à 0,91, ce qui traduit finalement un niveau de compétence élevé et surtout une homogénéité des performances entre les équipes. C'est-à-dire que finalement, on s'est rendu compte que les équipes avaient à peu près le même socle de connaissances, de compétences. Et ce qu'on a compris aussi, c'est qu'ils avaient quand même tous travaillé en collectif, en groupe, les protocoles avant de venir. Et donc, ça a sans doute aidé au très bon score. Ensuite, donc, ces fameuses grilles critériées attitude et aptitude, donc elles nous ont permis d'apprécier des dimensions techniques, cognitives et non techniques, et on a évalué également la cohérence en fait, hein, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une cohérence interne élevée avec un alpha de Cronbach à 0,84 qui garantit la fiabilité de nos résultats. Enfin, quand on regarde les pré- et les post-tests avec le SQR, donc avec le spectre de qualité de réponse, on peut se dire que c'est statistiquement significatif puisqu'on a un coefficient à 0,74 et donc on peut se dire qu'il y a quand même eu, malgré le fait qu'ils étaient sans doute très bons au départ, il y a quand même eu une augmentation en tout cas de la qualité des réponses et surtout du niveau de certitude de réponse. C'est-à-dire qu'ils étaient assez bons au départ, hein, puisqu'on avoisine globalement les 50%, de conformité. Et après, en pré-test, on monte quasiment à 80%. Donc il y a une augmentation quand même très significative du niveau de compétence. Alors, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que finalement, au-delà d'une progression nette des compétences cliniques et relationnelles, il y a aussi une très forte adhésion au format ECOS. C'est-à-dire que ce que nous ont dit les participants à chaud, mais aussi à l'aide des grilles MASP qu'on a pu faire pour évaluer la qualité du dispositif, ils mettent en avant la qualité de l'immersion, la qualité des feedbacks structurés, la richesse du travail en binôme et surtout un fort sentiment d'authenticité. On a même eu des gens qui ont pleuré après les interventions, trop d'émotions, grâce aux partenaires standardisés propices sans doute au développement des compétences non techniques. C'est-à-dire qu'appliquer un protocole, c'est facile, d'autant plus qu'en fait, ils avaient l'application avec les protocoles dans la poche comme en réalité, donc ils n'ont pas eu de mal à mettre en œuvre les protocoles. Par contre, travailler l'authenticité, travailler la communication quand en fait on se retrouve qu'à deux et qu'il faut très vite faire beaucoup d'actes en même temps, c'est un peu plus complexe. L'alignement des stations sur les 8 motifs d'envoi réglementaires renforce la cohérence du dispositif et ouvre sans doute la voie à un niveau de validation directement connecté d'une part aux exigences de terrain, mais surtout aux enjeux de sécurité des soins. Donc, au-delà des compétences techniques, ce dispositif il développe également des attitudes professionnelles clés. Et donc, l'intensité émotionnelle des situations simulées agit comme un véritable levier d'apprentissage qui renforce l'empathie et la qualité des interactions. Alors, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est qu'en conclusion, l'adaptation des ECOS au champ paramédical appuyé sur des partenaires standardisés et des stations construites à partir des motifs d'engagement UMHP apparaît comme un outil puissant pour professionnaliser les équipes, sécuriser les pratiques et structurer le raisonnement clinique. Elle ouvre sans doute des perspectives solides en matière de reconnaissance et de parcours validants, même si à date ce n'est pas le cas, tout en contribuant directement à l'amélioration de la qualité des soins en contexte préhospitalier. Alors moi, je n'ai pas le droit de parler, finalement, donc je vais passer tout de suite. Mais en tout cas, merci pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? C'est facile, s'il vous plaît. Je vais plus vite que toi. J'ai deux petites questions. La première question, les partenaires standardisés, c'est des acteurs, des patients, des formateurs. Alors, la réponse, c'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire que à la faculté, les recrutements, ils sont très larges et donc on a tous les profils de partenaires standardisés. Donc, ça va effectivement des acteurs intermittents du spectacle qui ont besoin de combler des vides dans leur mois, au personnel de santé qui s'impliquent. Parfois, on a des personnes aussi qui font partie d'associations de patients. Parfois, on a juste des gens qui ont besoin de s'engager pour la population. Et du coup, ces partenaires standardisés, c'est une communauté.
Et donc nous, en fait, on les entraîne. C'est-à-dire que dès l'instant où on les met sur un dispositif de formation, on les coach au scénario pendant une journée et on joue les interactions avec eux en leur laissant quand même une marge de manœuvre qui est faible quand même, mais où globalement ça ne modifie pas le scénario, mais ça peut en tout cas combler des trous dans la raquette sur les interactions, et c'est pour ça que c'est un peu différent des écosses facultaires où c'est beaucoup plus bordé. La deuxième, pour un écos paramédical, que des évaluateurs médecins, est-ce que ça pose question? Alors oui, ça pourrait poser question. Après, c'est la règle, le décret qui nous oblige. Mais effectivement, on pourrait le faire évoluer. Et d'ailleurs, sur la plupart des dispositifs, on a fait des binômes, c'est-à-dire qu'il y avait le médecin et il y avait souvent aussi un paramédical dans la salle qui apportait parfois aussi soit de la rondeur sur le débriefing, soit qui apportait aussi du contexte, qui sortait parfois juste de la capacité technique, quoi. Oui, j'ai une question. D'abord, merci pour cette présentation qui était vraiment très intéressante aussi. Tout à l'heure, ça a été dit, du coup, l'inconvénient, c'est que du coup, l'UMHP, c'est un binôme. Est-ce que ça pourrait être reproductible avec les ASU, les ambulances de secours et soins d'urgence, ambulances privées qui participent aux missions 15, avec donc ces deux ambulanciers auxquels serait ajouté un infirmier urgentiste? Est-ce que ça pourrait avoir un intérêt tant en matière de nombre de personnel et en matière de coûts financiers? Que le dispositif UMHP soit élargi ou le dispositif de formation? Non, que ce dispositif, ça a été fait qu'une UMH avec un ambulancier et un infirmier, SMUR. Est-ce que ça pourrait être intéressant de déployer ce même principe, ce même concept, avec un infirmier urgentiste déployé au sein d'une structure avec une ASU et deux ambulanciers privés? Alors, ce serait peut-être pas le même attendu, mais ça pourrait être intéressant de voir le delta entre les deux. Alors, en tout cas, sur le dispositif de formation, je pense qu'il peut se caler à tout, y compris à des binômes ambulanciers sans infirmiers. C'est-à-dire que le format Écosse, il permet de mettre beaucoup d'émotions sur la rapidité d'intervention, mais aussi sur le réalisme et l'authenticité des partenaires standardisés. Après, l'évolution réglementaire, elle peut toujours nous surprendre. Et peut-être qu'un jour, effectivement, on dira c'est possible d'avoir des équipages privés avec deux ambulanciers et un infirmier, mais à date, en tout cas, ce n'est pas le cas, la réglementation ne le prévoit pas. Oui, encore Christophe Perrier, CG63, bravo encore pour cette présentation. Moi, en fait, le terme ECOS, c'était les patients standardisés, parce qu'il y a quand même une grande différence, c'est que vous avez dit que vous avez fait 10 minutes de débriefing après. Et la satisfaction, je pense qu'elle venait essentiellement de là. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où effectivement il y a un feedback immédiat, alors que sur les écosses facultaires, en fait, le seul feedback, c'est le classement. Voilà, donc effectivement, c'est un feedback très très restreint pour les écosses facultaires. Là, effectivement, c'est un feedback alors émotionnel et puis technique, mais vraiment très très léger. Ça ressemble pas du tout à nos débriefings d'AFGSU, par exemple. Et par contre, ce qui ressemble aux écosses facultaires, c'est que ça va très vite. Et du coup, quand même, nous, on a senti des binômes, même si c'était des professionnels aguerris à l'urgence, qui se mettaient la pression, quoi, parce que il fallait aller vite. Alors, ok, ils n'étaient pas dans une ambulance, c'était pas tout à fait des vrais patients, mais quand même, cette contrainte de temps de j'ai 10 minutes pour choisir, pour décider, pour prioriser et pour rendre compte, parce qu'on a quand même aussi beaucoup mis l'accent sur le rendre compte à la régulation, notamment quand il y avait quelque chose qui ne collait pas au protocole ou qui sortait du motif d'envoi, ça ressemblait quand même un peu aux écosses. Et l'autre différence aussi des écosses facultaires, c'est que les écosses facultaires, on est sur des morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont jouer l'examen, puis ils passent dans la salle d'à côté, ils vont jouer je réalise un électrocardiogramme, puis dans la salle d'à côté, ils vont faire une suture. Là, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont 10 minutes pour agir sur une situation qui va s'améliorer ou se dégrader, et la situation s'arrête, quoi.
Oui, c'est quand même ça qui change beaucoup, hein, parce que l'Écosse, il y a un objectif structuré et on évalue nos étudiants sur une seule chose. Là c'est beaucoup, beaucoup plus large. On pourrait parler des Écosses pendant des heures. Moi, juste, voilà, faire attention, c'est extrêmement chronophage et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants, de personnes qui les font. J'espère que vous arriverez à faire durer ça dans le temps, mais c'est souvent le petit challenge des Écosses, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de personnel. Oui. Bravo en tout cas.